mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Ozap. On s'autorise à penser. Chacal Hebdo de Ziegler et Baladi aux éditions de Hoochie Coochie. C'est l'histoire triste et finalement tragique d'un hebdomadaire satirique passé du gauchisme potache au néo-républicanisme islamophobe. Bonjour messieurs, bonjour Dominique Ziegler d'abord. Bonjour. Et Alex Baladi. Bonjour. Les deux auteurs, donc, dessinateurs et scénaristes, je crois, de cette histoire qui a pour personnage principal un certain Philibert Ville, avec toute une série de comparses que l'on reconnaît assez facilement. Il s'agit d'une bande dessinée à clé, pourrait-on dire au départ. En tout cas, le code est au départ celui d'une bande dessinée à clé, même si en réalité, les clés, tout le monde les a tout de suite. Il y a autour de Philibert Ville, par exemple, un certain Bacu. Il y a une certaine Sécotine funeste, je crois, pendant la dernière période. Le tout, je le disais, est paru récemment, je me mets à chuinter, alors que pourtant vous êtes suisse, il n'y a pas de raison que je chuinte. Auvergnat. C'est ça. C'est paru, donc, je le disais, très récemment, auprès d'un éditeur dont le nom bizarre explique mes difficultés de prononciation, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire de Hoochie Coochie ? Vous le savez ? C'est de l'argot afro-américain. Okay. Il y a une chanson qui s'appelle The Hoochie Coochie Man. C'est un éditeur indépendant dont j'ai appris l'histoire avec beaucoup d'intérêt en préparant l'émission. Quelques mots sur vos parcours respectifs, puisque donc Dominique Ziegler, tu es écrivain, dramaturge et metteur en scène. C'est ça. J'ai repéré qu'il y a une grosse dizaine d'années, notamment, tu as mis en scène, écrit et mis en scène une pièce autour de Jean Jaurès. Absolument. C'était une commande d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Poche à Genève, une institution genevoise. Et puis, c'est une pièce qui a bien marché. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Gélas qui tient le premier théâtre off d'Avignon qui s'appelle le Théâtre du Chêne Noir, en hommage à l'anarchisme, le Chêne Noir. Et il est venu spécialement à Genève voir la supplémentaire de la pièce. Et on s'est retrouvé au Chêne Noir l'année suivante, exactement pour le centenaire de la guerre de 14 et donc pour le centenaire de la mort de Jaurès. Et c'était un moment très fort parce que l'idée de cette pièce, c'était pas seulement de faire de l'historiographie théâtralo-muséale, mais de voir en quoi ça correspondait avec notre époque. Et on était en plein dans les années Hollande avec tout ce que ça comportait comme trahison du socialisme. Et là, de montrer ce que c'était un vrai socialisme intellectuel, stratégique, philosophique, enfin tout ce qu'on sait sur Jaurès, ça a été un moment, on va dire, comme ça, de catharsis collective, spécialement en France, assez fort. Donc c'est une pièce dont je suis content, elle était chouette, c'était vraiment un digest de la vie de Jaurès. Il a fallu évidemment condenser, parce que la vie de Jaurès est tellement riche, mais voilà, j'ai essayé de voir ce qui, chez Jaurès, pouvait encore résonner aujourd'hui. On peut la lire dans ce théâtre complet 2011-2017, d'ailleurs, avec d'autres pièces. Et c'est vrai que c'est un personnage incroyablement riche. Jaurès, c'est la façon dont il est aujourd'hui totalement détourné, quand on pense que tu parlais du PS, un think tank qui aujourd'hui est essentiellement macroniste en réalité, se réclame de Jean Jaurès en France. C'est assez effrayant. Une pièce sur Calvin, entre autres, mais j'ai vu que ta bibliographie est très très longue. Voilà, alors Calvin, il est moins récupéré, parce que c'est même un peu un repoussoir. Pourtant, c'est très intéressant, tant pour l'histoire des Genevois que pour l'histoire de l'Occident, parce qu'il est fondateur. Si je commence à développer chacune de mes pièces, on ne va pas aller au sujet, mais voilà, se plonger dans Calvin, c'est aussi se plonger dans des racines qui nous concernent. Et Alex Baladi, donc lui, dessinateur, là encore avec une très très abondante œuvre que j'ai découverte aussi en préparant un peu l'émission. Entre autres, tu as amené cet ouvrage-là, encore un effort, qui est paru à l'association, parce qu'il y a un lien, évidemment, avec Chacal Hebdo, avec le tournant islamophobe en particulier de Chacal Hebdo et l'épisode des caricatures de 2007. Voilà, 2006. C'était 2006. Mais encore un effort, ça date de 2009, donc quelques années après. Et puis je parle aussi de ce qui s'est passé avec cette histoire de caricature. Et déjà, je critique l'islamophobie de Charlie Hebdo.
Et puis, je parle aussi de la représentation du prophète et du fait... bon, on va en parler peut-être après. Oui, une affaire qui est malheureusement au cœur de l'histoire de Charlie Hebdo. Pourquoi est-ce que vous vous êtes réunis? Est-ce que vous aviez travaillé ensemble avant? Et pourquoi vous avez fait le choix de vous réunir sur cette question-là, la question de Charlie Hebdo, et derrière la question de l'islamophobie, puisque c'est aussi ça l'affaire? Alors l'historique de l'affaire, c'est que on est les deux des lecteurs, des enfants, je dirais, de Harakiri, de Charlie Hebdo. Ça nous a vraiment, façonné. Ça a façonné notre vision du monde, aussi notre geste artistique, parce que mes pièces sont très satiriques. Et puis Alex, je laisserai développer aussi son geste artistique. Et quand Charlie Hebdo est né de nouveau sous la houlette de Val, Cabu et compagnie, j'ai adhéré vraiment parce que j'étais déjà un lecteur a posteriori des premiers Charlie, et du coup j'ai eu le sentiment de me faire avoir. Je me souviens qu'en 2006 j'ai balancé ces Charlie Hebdo parce qu'il y avait vraiment trop d'éditos qui faisaient l'apologie d'Israël, qui étaient de plus en plus islamophobes. Voilà, au bout d'un moment ça allait plus. Et puis il y a eu ce terrible attentat, évidemment condamnable, horrible, tout ce qu'on veut, mais la récupération immédiate et ce qu'elle laissait supposer comme avenir politique était très effrayant. Et là, je me suis dit, il faudrait en faire quelque chose, il faudrait en faire une pièce de théâtre, il faudrait en faire une satire. Et du coup, j'ai écrit une pièce de théâtre, Chacal Hebdo, que j'ai proposée à tous les théâtres de la région, donc je l'ai écrite en 2016 à peu près, et c'était refus unanime et général. Voilà. Et il y a même en Suisse? Même en Suisse. D'accord. On est quand même un peu perméable à ce qui se passe en France, on va dire. Et puis, pour la petite histoire, il y avait un festival de théâtre qui s'appelle le Festival des projets refusés, c'est-à-dire ou non aboutis, tous les projets qui sont un peu, qui ont été refusés ou qui sont en jachère, on les met dans une mise en lecture comme ça pendant 3-4 jours, et puis c'est l'occasion de faire vivre ces pièces. Eh bien, cette pièce a été refusée par le théâtre des projets refusés, par le festival des projets refusés. Ah oui, donc je me suis dit, oulala, c'est vraiment corrosif. Un refus dans le refus. Refus dans le refus. Voilà. Puis je l'ai fait lire autour de moi, tout ça. Tout le monde me disait, tu es fou, faut pas faire ça, parce qu'à l'époque c'était archi tabou. Et puis on a un copain clown comédien. J'ai un copain clown comédien qui est aussi un copain d'Alex Baladi, qui m'a dit, mais tu devrais en faire une BD. Et il en a parlé à Alex, qui m'a dit, mais oui, on va adapter ta pièce en BD, puis on va en faire quelque chose. Et j'étais évidemment ravi, mais j'ignorais que Alex lui-même, il avait eu déjà des gestes dans le monde de la BD critiques vis-à-vis de la dérive islamophobe de Charlie Hebdo. Et donc on s'est réunis autour de ce thème, essentiellement pour des raisons politiques. Vous n'aviez jamais travaillé ensemble? Non, on se connaissait de la zone alternative genevoise, on va dire un peu des squats. Il y a eu toute une époque dans les années 90 où il y avait beaucoup de squats, de communautés à Genève. Il y a eu une espèce de période bénie comme ça qui a été éradiquée par un procureur, mais il y a eu une dizaine d'années où c'était un peu Woodstock, et on s'est connus à cette époque. D'accord. Et après, on s'est un peu perdu de vue, mais on a toujours gardé comme ça, sporadiquement en contact. Et puis on s'est vraiment retrouvés autour de cette adaptation. Et là, ça a été un vrai ping-pong, c'est-à-dire que c'est pas juste un texte que Alex illustre, c'était vraiment un échange intellectuel où on s'est dit, là, il faut qu'on soit plus précis sur telle ou telle chose. On a vraiment fait un travail collectif, mais Alex, c'est vraiment emparé du texte. Et c'est vraiment, je suis crédité scénariste, mais il est aussi co-scénariste, je dirais. Ouais, au départ, j'ai fait un storyboard, en fait, de toute la BD. D'accord. Et puis, je lui ai montré ça, et on a un peu discuté de ce qu'on allait faire. Storyboard après lecture du texte de la pièce, voilà. J'imagine. Alors c'était déjà, comme c'est une pièce de théâtre, c'est assez facile à adapter quelque part, parce qu'il y a déjà un travail un peu de découpage qui est fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un libraire qui a lu la bande dessinée et qui a dit, mais c'est comme une pièce en 5 actes. Et donc il a vu en fait la structure de pièce de théâtre qu'il y a derrière. Il faut savoir donc que le récit s'achève au moment du massacre perpétré par les frères Kouachi, en gros. On voit au lendemain, on voit la manifestation, et avec effectivement les grands de ce monde, notamment Benjamin Netouatou, vous l'appelez, qui manifeste aux côtés de toute une série d'autres bienfaiteurs de l'humanité au nom de Charlie Hebdo. Et puis il y a quelques pages supplémentaires, mais en réalité l'action commence avec la grosse Bertha, au début des années 90. Ça commence même avec Fond et Val, en réalité. Le personnage que l'on suit au départ, c'est ce fameux Philibert Ville. Et on le voit arriver dans le projet de la grosse Bertha, puis ensuite
prétendre reprendre les périodiques dont tu parlais à l'instant, le premier Charlie Hebdo, celui du fameux professeur Chignon, dans le livre, dans la succession aussi d'Harakiri. Voilà, la difficulté, c'était effectivement que raconter, parce que c'est une saga qui est très vaste. Et puis l'idée, c'était effectivement de prendre Philiberville comme fil conducteur, parce qu'il est l'artisan de la trahison. Il est celui par qui toute cette dérive islamophobe réactionnaire est arrivée. Il n'est pas le seul responsable, mais il est l'artisan principal. Et ce qui était un peu compliqué, enfin, il fallait faire des choix dramaturgiques, c'était comment on raconte ce qui a précédé, jusqu'à où on va dans ce qui a suivi. Et donc, on a fait effectivement, on commence parce qu'on a trouvé une vidéo sur Internet qui a hurlé de rire, que je recommande à tous les spectatrices et spectateurs. C'est une chanson qui s'appelle « Émigré » de Font-Eval, qui est l'archétype, vous tapez « Émigré » Font-Eval, et c'est l'archétype de la chanson gauchiste, mais vraiment mauvaise. Avec des, bas du front, quoi. Ouais, bas du front, comme ça, mais pleine de bons sentiments, qui est à l'inverse de tout ce que représente Val aujourd'hui. Je crois même qu'il... Voilà, c'est l'émigré arabe, tu seras toujours bienvenu chez moi, côté, etc. Et puis donc, on part de... Puis en plus, il a les cheveux mi-longs, il a un peu sous la coupe de fond qui est plus comme ça, en mode autoritaire, viril. On sent un peu un duo voilà, qui est un peu comme ça, où il est encore un peu fragile, Val. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue dramaturgique, c'est les trajectoires des seconds couteaux qui, tout d'un coup, prennent de l'ascendant, qu'on ne voit pas venir. Et c'est ça un peu l'histoire de Philippe Val. C'est un type qu'on n'a pas vu venir et qui a créé des bouleversements. D'ailleurs, une des raisons du refus de la pièce chez quelqu'un de militant, c'était de me dire « Mais pourquoi tu fais une pièce sur ce mec qui est secondaire ?» Et j'avoue que c'était un problème de prendre... J'ai fait des pièces sur Jaurès, sur Calvin, sur des personnages un peu plus, épais. Et là, c'est vraiment... C'est autre chose. C'est vraiment... Là, c'est une satire déjà, c'est une comédie. Et on suit ce type, justement, dans toutes ses méandres et tout ça. Et après, on le fait, justement... On devait parler de l'époque dorée de Charlie Hebdo. Donc, on a une petite séance de rédaction avec Choron, avec Cavana, etc., où on montre le côté déconneur. On voit Philiberville qui essaye un peu de s'incruster, qui se ridiculise d'ailleurs, qui est rejeté parce que le professeur Choron ne l'aimait pas du tout. Et puis après, on voit la prise de pouvoir et toute la dérive. Et pourquoi et donc la pièce s'arrête effectivement peu de temps après les attentats, la BD, parce que la pièce a été écrite comme ça. Et on s'est posé la question, mais est-ce qu'on continue? Parce qu'il y a eu encore beaucoup d'autres choses après. Mais je pense que c'est intéressant de faire la genèse, parce qu'en fait, finalement, ce qui continue, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que toute cette dérive islamophobe de Charlie Hebdo, tout ce venin de traiter les gens petit à petit d'antisémites, de fascismo-islamistes, enfin tous ces termes. Vous racontez l'épisode de Ciné qui concerne justement déjà l'instrumentalisation des accusations. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il est viré sur une aujourd'hui, vous le savez bien. C'est ce qu'on vit à la puissance 10, c'est-à-dire qu'en filigrane, on a déjà tout ce qu'on vit maintenant de façon massive. Ils sont précurseurs. Oui, ils sont précurseurs, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Et puis, c'est un titre iconique de la provocation qui est vidé de sa substance au service d'un agenda néoconservateur. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on a voulu raconter dans la BD, mais en déconnant, parce que les traîtres sont toujours rigolos à croquer. Ouais, c'est un très bon méchant, en fait, Philippe Val. C'est un personnage, oui, c'est un bon personnage de ce point de vue-là. On le disait, c'est vraiment lui le fil directeur. Et avec lui, le fil directeur, c'est effectivement la médiocrité intellectuelle, la facilité, au fond. On voit très bien que cette chanson, au départ, au fond, de jeunes bourgeois blancs qui endossent, parce qu'ils sont en post-adolescence, la cause de l'immigré, mais qui, très vite, en réalité, vont se révéler complètement arrivistes. Il me semble, moi, en lisant, j'avais le sentiment que le fil conducteur, c'était l'arrivisme. Absolument. C'est ce qui détermine le changement de ligne éditoriale, ce développement qui finit par rendre l'hebdomadaire assez antipathique au début des années 2000 pour les gens qui commencent, comme tu le racontais, avec ton cas, 2006, à considérer que ça va plus, que c'est plus de la critique politique, qu'il n'y a plus aucune dimension critique. Ouais. D'ailleurs, on se demande si il était vraiment sincère dans ses idées politiques. Au départ, ou même par la suite. En tout cas, à l'arrivée, il est au MEDEF, il est ultra réactionnaire. Ouais, mais il va au MEDEF fraterniser, et maintenant ses copains, c'est Jean Figaro et autres. Est-ce qu'il a peut-être été toujours guidé par son arrivisme, même quand il était encore de gauche, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le sentiment qu'on a. Avec la paire qu'il constitue avec son avocat. Bien sûr, puisque c'est quand même un ressort narratif fondamental au départ. Ils abusent de la faiblesse de Cavana, en quelque sorte. Ils le font signer pour récupérer le nom de Charlie Hebdo, malgré le désaccord du professeur Chignon.
et pour s'engager dans une voie au long de laquelle cet avocat va les accompagner, va continuer à les accompagner tout au long de leur histoire. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment l'histoire d'une ascension sociale, d'une volonté d'ascension sociale de la part de ce Philiberville, dont on peut effectivement questionner la sincérité même du gauchisme, ou si c'était le cas, c'était pas très solide, parce que assez vite, justement, il va comprendre que l'avenir, c'est de se ranger du côté des puissants et que l'ère étant à l'islamophobie ou à l'islamoparanoïa, c'est pas mal justement que le bloc des puissants ait une caution dite de gauche. Et c'est encore évidemment mieux si c'est une caution qui est anarcho-libertaire en façade. Donc c'est une instrumentalisation de choses en plus auxquelles on est attaché fondamentalement, à savoir l'anarchisme. Petite parenthèse, justement, quand il y a eu le jugement des caricatures, dans le délibéré de la juge, elle dit « Charlie s'inscrit dans une tradition anarcho-libertaire ». Donc tout d'un coup, apologie par la justice de France de l'anarcho-libertarisme. Donc c'est complètement fou. C'est un peu inquiétant. Ça peut être un peu inquiétant. Alors le fin mot de l'affaire, c'est que si c'est au détriment des Arabes, si c'est pour cracher sur les Arabes, tout d'un coup, l'anarchisme abandonne. Et là, je me permets une petite prophétie. Je pense qu'après la pseudo-lutte contre l'antisémitisme, l'anarchisme va être la prochaine chose très récupérée, parce que j'ai vu qu'Onfray sort un bouquin sur l'anarchisme, sur Proudhon. Donc on est dans une ère de confusion absolue, où du moment que c'est issu des terroirs blancs, ça peut être utilisé contre les musulmans. Voilà. Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça dans l'air. Et voilà, Charlie Hebdo a participé de ça. Et donc, pour revenir maintenant plus fondamentalement sur les faits, donc Charlie Hebdo, deuxième mouture par Philippe Val. En fait, voilà comment ça se passe. On a d'abord l'âge d'or de Charlie Hebdo avec Professeur Choron, Cavana, etc., qui est un hebdomadaire, et puis ça se décline. Des fois, c'est Harakiri, des fois, c'est Charlie Mensuel, enfin bref. Avec comme finalement ligne directrice la provocation. Voilà, radicale. C'est la provocation, c'est le miroir déformant de la société de consommation. Et pas une politisation très prononcée. Non, et justement, ça, c'est très important. Ça déconne à plein tube. C'est pas des penseurs, c'est pas des types qui veulent penser. C'est des artistes, ils font des romans photos déconnants, ils font des collages, il y a un côté aussi surréaliste, un côté limite dadaïste. Donc, voilà. Et ça dure jusqu'en 82. Et après, à cause de la mauvaise gestion de Choron, à cause du retour de la gauche, entre guillemets, de l'arrivée de la gauche mitterrandienne au pouvoir, tout ça se délite. Et puis, ça périclite financièrement. Ça périclite. Et du coup, le titre du journal n'avait jamais été déposé, comme ils étaient anarchistes dans le bon sens du terme. Et Cabu, lui, a travaillé ensuite dans un autre canard qui s'appelait La Grosse Bertha, qui a été créé à l'occasion de la guerre du Golfe, qui était un canard antimilitariste. Et là-dedans, il y avait des anciens de Charlie Hebdo, des anciens dessinateurs, des petits jeunes, Char, Blues, tout ça, Rhys. Et puis, il a fait venir son copain Philippe Val, avec qui il était copain depuis les années 70-80. Il lui propose de venir rejoindre La Grosse Bertha. Et de fil en aiguille, Philippe Val devient rédacteur en chef de La Grosse Bertha. Et puis, il y a un premier contentieux, parce qu'il commence déjà à faire des éditos en poulet, à se prendre pour un grand penseur, etc. Ça heurte une partie de la rédaction de La Grosse Bertha. Il y a scission et il décide, et là Philippe Val fait un premier coup de maître, il part avec tous les dessinateurs, les ex de Charlie Hebdo et les petits nouveaux, et il décide de faire un nouveau Charlie Hebdo. Problème, qui est dépositaire du titre ? Et là, en fait, ils vont voir Choron, parce qu'en fait, finalement, les deux fondateurs, c'était Choron et Cavana. Il va voir Choron. Choron l'envoie balader. Et Cavana, d'abord, ils vont voir ensuite Cavana qui dit « Mais je ne peux pas, puisque c'est Choron, si on l'a fait avec Choron. » Et là, ils le travaillent. Ils lui font miroiter, qui sera... qu'il aura de nouveau du boulot, parce qu'il aura du boulot dans ce canard. Il le faut écrire, puisqu'il va avoir une colonne, une demi-page. Et puis, effectivement, il y a une première chose assez saumâtre, qui est raconté dans le livre de Denis Robert Mohican, c'est que finalement, ils le font signer comme quoi il a été, lui, le créateur du titre. Et autre traîtrise, les autres anciens de Charlie, les autres dessinateurs, vont signer derrière pour dire « oui, c'était lui le créateur du titre ». Donc, c'est une première trahison. Et il va la payer déjà tout de suite assez cher, puisqu'il va être rémunéré à 0,44% sur les ventes. Et c'est là écrit en tout petit au bas du contrat. Voilà. Et c'est là où intervient effectivement un jeune avocat ambitieux qui s'appelle Richard Malka et qui va être effectivement le tandem avec Philippe Val et qui va vraiment guider idéologiquement, stratégiquement cette nouvelle mouture de Charlie Hebdo.
Malka qui est devenu un des fers de lance de ce néo-républicanisme contemporain. Je rappelle que c'était lui notamment l'avocat de Raphaël Enthoven quand ce dernier a taxé la plus grande formation politique de gauche, LFI en France, d'antisémite. Mais sa rampe de lancement, il ne faut pas oublier, c'est ça. C'est les prémices c'est ce nouveau Charlie Hebdo. On sent que tu es plus un homme de dessin qu'un homme de parole. Je ne suis pas tellement un homme de parole, mais je peux faire un effort quand même. Notamment en revenant peut-être sur encore un effort qui date, je crois, de 2009. Exactement. Un album donc, de l'association. C'était dans une collection d'essais de l'association. Ils avaient décidé de faire une collection où on parle de bande dessinée. Et donc il y a différents chapitres et il se trouve que je voulais parler de ce qui me portait à cœur, enfin qui m'occupait l'esprit, et notamment il y avait ces histoires avec Charlie Hebdo, parce que donc le livre est sorti en 2009 et l'histoire des caricatures c'est 2006. Et je me souviens d'ailleurs que quand il y a eu cette histoire de caricature, j'avais reçu un mail qui me proposait de faire des caricatures du prophète pour un journal satirique. Donc c'était la réaction qu'ils avaient eue, c'était de demander à leurs auteurs de faire des caricatures du prophète qui puissent plaire à nos imams. Ils avaient mis ça dans le mail. Donc c'était un journal satirique de Suisse romande. Donc nos imams, j'imagine que ça voulait dire les imams du coin. Enfin, je ne sais pas exactement. C'était pas second degré. Là, l'idée, c'était de tenter de trouver des modalités de représentation qui soient acceptables pour ou les qui musulmans. les fassent rire, je crois. Je ne sais plus exactement la terminologie. D'accord. Toujours est-il que j'ai évidemment refusé de participer parce que, enfin, pour moi, il y avait un côté totalement. Ils essayaient d'être sympas, mais c'était peut-être ça le pire, quoi. Ça restait opportuniste, totalement opportuniste. Je ne sais pas si c'était opportuniste. Non, je pense que c'est simplement. Ils voulaient parler de l'actualité. Ils se sont dit, on va faire quelque chose, mais qui ne soit pas islamophobe, mais quand même. Voilà. En relation avec la question. En relation, une réaction à ce qui était en train de se passer, mais qui était totalement à côté de la plaque, je dirais. Et en plus, moi, le fait de ne pas représenter le prophète, c'est quelque chose qui était très important pour moi, parce que il se trouve que quand j'avais 8-9 ans, j'avais vu le film Le Message, qui raconte justement la vie du prophète, qui était passé à la télévision française, ça devait être en 78. Et donc j'ai vu ce long métrage dont le personnage principal n'apparaissait pas à l'écran. D'ailleurs, on n'entend pas non plus sa voix. Et moi, ça m'a vraiment marqué, en fait, dans ma formation artistique, je dirais, de voir que ce qui était le plus important n'était pas forcément au centre de l'image. Donc, j'ai vraiment découvert l'importance du hors-champ en voyant ce film. Et ça a déterminé, après, tout ce que j'ai pu faire par la suite. D'ailleurs, ce côté a été encore développé quand j'ai adapté avec Adeline Rosenstein sa pièce documentaire sur l'histoire de la Palestine qui s'appelle Décrit Ravage. Parce qu'en fait, Adeline, dans sa pièce, Ça, c'est la troisième partie, celle-là. Voilà, ça, c'est la troisième partie. Malheureusement, je n'avais pas les deux premiers, donc je peux te laisser celui-là. Il y a le quatrième épisode qui sort en avril. Et parce que c'est une pièce documentaire en 6 épisodes. Donc le 4e épisode sort en bande dessinée en avril. Et dans cette pièce, en fait, elle joue sur le fait qu'elle ne montre pas d'images. Elle fait semblant de montrer des images qui ne sont pas là. Donc elle a un mouchoir qui est imbibé d'eau et elle le lance contre un mur. Et elle montre ça comme si c'était un PowerPoint, mais on ne voit rien. Et il y a des gens qui lui demandaient, mais quand est-ce que tu vas sortir un livre avec le texte de ta pièce? Et cet effet-là ne pouvait pas apparaître dans un livre sans images. Et donc, quand je lui ai proposé de faire quelques pages dans un magazine de l'association qui s'appelait Mon Lapin, on a adapté une partie qu'elle n'avait pas pu, sur la campagne d'Égypte, qu'elle n'avait pas pu mettre dans la pièce. Et suite à ces quelques pages qu'on a fait ensemble, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas une bande dessinée à partir de cette pièce-là? Donc là encore, du théâtre à la bande dessinée. Exactement. Alors après, évidemment, c'est totalement différent. Déjà parce qu'elle a décidé de travailler à partir des sources, enfin de revenir à ses sources et de retravailler en fait tout ce qu'elle avait fait pour la pièce. Donc c'est pas simplement l'adaptation de la pièce. Et puis étant donné qu'il y a des nouvelles choses
Malheureusement, il y a aussi l'actualité de ce qui se passe en Palestine, et donc elle ajoute des témoignages, des choses qu'elle n'avait pas à l'époque, quoi. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est historique, il y a une partie qui est faite de témoignages. Parfois, il y a aussi des pièces de théâtre en arabe qui n'ont jamais été traduites, et donc il y a des gens qui font des commentaires et qui traduisent ces extraits de pièces. Donc il y a différents langages aussi dans la bande dessinée selon les différents chapitres. C'est très compliqué à faire. Et voilà, mais c'est vrai que c'était déjà une pièce de théâtre. Et donc tout le côté, je dirais, que j'avais expérimenté dans ma formation artistique et qui venait aussi de ce choc esthétique que j'avais eu en voyant ce long métrage, parce que c'est quand même... c'est un long métrage. Parce que quelque part, on peut retrouver ça aussi dans Saint-Exupéry avec son mouton, quoi. Mais je veux dire, à côté, c'est un peu du pipi de chat, quoi. Je veux dire, le fait de voir un long métrage entier dont le personnage principal n'apparaît pas à l'écran, c'était vraiment quelque chose... Avec mon père à côté qui commentait aussi, parce que mon père, il a grandi en Égypte, il est d'origine libanaise. Donc, d'ailleurs, je dois dire que j'ai grandi devant la télévision française et... souvent, mon père, il pointait du doigt à l'écran quand quelqu'un parlait d'islam en disant n'importe quoi, il me disait mais c'est faux ce qu'il vient de dire, alors que c'était un journal télévisé avec un type hyper sérieux, qui était censé nous apporter des informations. Et mon père disait non mais ce qu'il vient de dire c'est faux. Et d'ailleurs il y a un livre là-dessus qui s'appelle L'islam imaginaire de Thomas Deltombe. Ouais. Qu'on a souvent reçu ici. Voilà, qui est très bien là-dessus, sur la représentation des musulmans et des arabes. Un livre du début des années 2000, si je me souviens bien, au moment où on rentre dans une phase dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui, qui est cruciale à cet égard. Ouais. Par rapport à ce que dit Alex sur son dessin, et là, il a décrit un type de dessin qu'il pratique dans Décrit Ravage. Mais là, ce qui est intéressant dans Chacal Hebdo aussi, là, si on se place d'un point de vue purement bande dessinée, c'est qu'il a totalement changé de style. Il a été vraiment vers quelque chose d'assez innovant par rapport à ceux qui connaissent son travail. Parce qu'en fait, Alex, c'est quand même une des personnes les plus importantes de la BD indépendante. Il a 77 BD à son actif. Voilà, il est connu pour ses divers travaux dans le monde de la BD. Et là, il a vraiment adapté son style à cette thématique. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus, Alex. Justement, là, il a retravaillé à partir de ces personnages qu'on reconnaît sans être dans une morphologie exacte. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire là-dessus, mais pour tous ceux qui connaissent Baladi, surtout en Suisse, c'était aussi un choc esthétique, cette BD. Alors, en fait, j'ai essayé de faire un peu en image ce que toi, tu avais fait avec les noms. C'est-à-dire Caroline Funeste... Sécotine Funeste. Sécotine Funeste. Un gros mélange. Caroline Fourest qui devient Sécotine Funeste. Quelque part, j'ai voulu, en image, faire un petit peu ça. C'est-à-dire que ce soit quand même qu'on les reconnaisse, mais surtout de créer une espèce de personnage un peu grotesque comme ça. Ils sont légèrement sortis de leur gond. Je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que leur image est à l'image de leur nom. Au fond, légèrement décalé, reconnaissable, mais avec quelque chose de déconnant ou de parodique, bien sûr. Ben là, en fait, l'idée, c'était aussi de faire un peu une satire de Charlie Hebdo à la manière de Charlie Hebdo. C'est-à-dire vraiment de partir de ce côté satirique, potache qu'on pouvait retrouver chez eux pour les critiquer. Mais je pense que si on avait vraiment fait ça à leur manière, on aurait été vraiment beaucoup plus sadique quelque part. Parce que quand on voit en fait à quel point ils ont été loin dans l'islamophobie, si on avait fait pareil, je pense qu'on n'aurait même pas pu sortir le bouquin qui était pas si facile à sortir non plus. Il y a quand même 2 avocates qui ont relu la bande dessinée pour voir si ça allait. Et vous avez enlevé les choses alors ? Vous avez dû Très enlever, peu. Mais quelques petites choses quand même ? Quelques petites choses, ouais. Parce que le grand paradoxe de Charlie Hebdo, c'est qu'ils sont les chantres de la liberté d'expression. Mais évidemment, si on les critique, on est victime d'oukases, potentiel. C'est assez dangereux. C'est ça le grand paradoxe et la grande absurdité de l'affaire. C'est qu'ils sont devenus le paroxysme de la liberté d'expression, l'incarnation des valeurs des Lumières, etc. en façade. Et puis, en fait, c'est un bulldozer médiatique, idéologique, qui fait
que si on se permet la moindre critique, on est des dangereux islamo-fascisto-gauchistes, idiots utiles du Hamas, enfin on en passe. C'est pour ça qu'au début, la pièce a été refusée, et puis que même 10 ans après, quand on a lancé la BD, c'était pas sûr que l'accueil soit très enthousiaste. Et puis il y a eu des gens qui nous ont dit non mais vous êtes fous, faites pas ça. C'est pour ça que j'ai trouvé Alex courageux, parce que il évolue dans le monde de la BD qui est assez conservateur. C'est là où je l'ai découvert. J'ai découvert ça à ma grande surprise, parce que moi je suis un grand fan de BD, donc pour moi c'est aussi la subversion, la BD, mais c'est aussi un monde qui est régi par les mêmes règles que la société. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de faire de la satire, de se permettre une vraie liberté d'expression sur ces gens qui ont justement confisqué des valeurs qui nous paraissent essentielles, mais qui les ont encore une fois totalement vidées de leur substance, qui les ont perverties, et on arrive justement à ce monde renversé dont parlait Debord. On est en plein dedans, où les antifascistes sont taxés de fascisme, les antiracistes de racisme. On est la tête à l'envers, et malheureusement, je dirais que la BD, de traiter cette histoire, il y a un petit côté prophétique. Ça fait partie de ces différents ruisseaux qui ont conduit à cet océan de dévastation intellectuelle et idéologique dans lequel on est. Et ce renversement, c'est-à-dire que ce sont les supposés autoproclamés anarcho-libertaires qui vont attaquer en justice ou accuser de tous les maux la moindre critique. On voit bien dans le livre que ça ne date pas de l'abominable attentat de 2015. C'est-à-dire que dès 2007, on suit l'itinéraire de ce très vil Philibertville. Dès 2007, il se convertit au sarkozysme, il quitte Charlie Hebdo et il commence une carrière au sein des élites dirigeantes médiatiques en prenant la direction de France Inter, sachant qu'un de ses premiers hauts faits, c'est de virer un humoriste qui a dit du mal de Sarkozy. C'est Stéphane Guillon, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et Didier Porte aussi. Et Didier Porte. Ouais, et puis il y en a 2 autres aussi qu'il a viré, donc j'ai oublié les noms. Mais ça, c'est toute honte bu, c'est-à-dire que ça ne dérange pas. Il y a un côté aussi trumpiste avant la lettre, c'est de proclamer de grandes valeurs libertaires, de liberté d'expression, etc. Et puis de faire exactement l'inverse, mais il n'y a pas de problème. Même Riss, qui est aussi quelqu'un du même acabit, quand Guillaume Meurice s'est fait virer de France Inter, ils étaient tout à fait d'accord, etc., qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'humour à 2 vitesses en fonction de choix idéologiques. Et ça nous amène vraiment à la question centrale, c'est que la question de l'humour est totalement subsidiaire pour ces gens. C'est un leurre. Quand ils nous disent « on fait de la satire, on fait de l'humour », déjà, il y a un problème, c'est que c'est comme s'ils avaient fait une OPA sur la satire. C'est comme s'ils étaient dépositaires de la satire. On a encore vu ça en Suisse récemment. Ils ont fait un dessin dégueulasse sur le drame de Crans-Montana, où il y a eu des jeunes qui ont été brûlés, et ils ont fait un truc sordide. Et après, les pro-Charlie expliquaient « oui, mais c'est Charlie, c'est l'humour, c'est la provocation ». C'est-à-dire, voilà. Alors qu'il y a des milliers d'autres fanzines, des milliers d'autres dessinateurs qui ont une toute autre approche, qui peuvent aussi bien faire de la satire politique sans se complaire dans ce genre de choses. Donc il y a vraiment une arnaque de très haut niveau, où encore une fois, en prenant la forme initiale de Harakiri Charlie Hebdo, notamment la vulgarité, mais qui était à l'époque de Choron quelque chose qui était fait pour choquer le bourgeois à la bienséance dans le cadre des années 60, tout d'un coup, c'est utilisé à des fins ultra-réactionnaires. Qui sont plus du tout subversives, en fait. Plus du tout subversifs, mais la forme reste. Et c'est d'autant plus pervers que je me souviens que quand on a sorti la BD il n'y a pas longtemps, je suis allé après à un week-end anarchiste dans une ferme collective, et là, le libraire qui vendait les Charlie Hebdo, les Chacal Hebdo, m'a dit, il y a des mecs qui ne sont pas contents, là, ils t'attendent. Donc je me suis dit, zut, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça a été une discussion très apaisée, mais effectivement, c'était des vieux anards, un mec qui ressemblait à Renaud, tout ça, il disait, on ne comprend pas, tu critiques Cabu, tu critiques Charb, mais merde, ni Dieu ni maître, fuck les religions, tout ça. Alors pendant 1 heure, j'ai fait de la pédagogie et finalement, ils ont compris. Là. Et la BD, c'est aussi ça. Elle est satirique, elle est déconnante, mais il y a une petite dimension pédagogique. Quand on a fait le festival SOBD là, à Paris, il y a des jeunes qui sont venus nous voir, qui ont dit « Ah ouais, on ne connaissait pas cette histoire ». Voilà. Alors il y a des gens, les vieux barbons comme nous, on la connaît, ou en partie, mais beaucoup de gens ignorent les coulisses de tout ça. Et donc la BD, elle est aussi là pour ça.
Oui, c'est aussi un livre d'histoire. Hein. En réalité, on retrace l'itinéraire de ce groupe et de ces divers titres qui se succèdent. Et puis, ce retournement politique extrêmement spectaculaire, qui est assez emblématique. L'islamophobie, donc, devenant un fonds de commerce, sans égard pour le fait qu'en réalité, il s'agit de s'acharner sur un groupe qui est déjà dominé. C'est toute la différence, évidemment, avec la satire, y compris très vulgaire et violente des religions, dans les années 70, dans Harakiri ou dans Charlie Hebdo, qui s'en prenaient à des valeurs dominantes, à des groupes sociaux dominants. Exactement. D'ailleurs, on invoque souvent la figure du professeur Choron pour dire « ouais, c'est super trash, c'est l'esprit de Choron ». Il y avait même quelqu'un qui avait défendu Charlie Hebdo en disant « mais on retrouve l'esprit trash de Charlie, etc. » Alors que le professeur Choron, il est mort avant l'histoire des caricatures, puisqu'il est mort en 2005, les caricatures c'est 2006, donc on ne sait pas comment il aurait réagi. Par contre, il était encore vivant pendant l'histoire de Salman Rushdie. Et là, on a sa réaction, qui est ce qu'il avait fait avec Vimeo, les versets sataniques de la Bible. Ouais. Donc c'est super trash. Encore plus odieux que Salman Rushdie. Encore plus odieux que Salman Rushdie, et il s'attaque à la religion dominante, à la religion. Voilà, c'est pas du tout. Il rentre pas dans le jeu d'attaquer un groupe qui est déjà opprimé et qui en plus vient de l'immigration, des anciennes colonies. Enfin bon, bref, il y a tout un historique. D'ailleurs, c'est assez fou parce que quand ils avaient gagné leur procès, je me souviens d'une double page où ils s'étaient mis, eux, les dessinateurs de Charlie Hebdo, dans une espèce de liste historique de toutes sortes de personnages de l'histoire qui auraient lutté contre l'obscurantisme. Oui, c'est Voltaire contre... Exactement, ou alors je crois qu'il y avait Galilée. Et en fait, moi je pense qu'il y a vraiment une autre filiation, parce que c'est la continuation du discours raciste du temps des colonies. Pour moi, quelque part, ils me font plus penser aux soldats napoléoniens quand ils ont chié et pissé dans la grande mosquée du Caire, quoi. À l'époque de la campagne d'Égypte, il y a un côté qui était déjà Charlie, quelque part, parce qu'ils sont scato et islamophobes. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, d'ailleurs, c'était très prétentieux de leur part de se mettre dans c'était un spécial blasphème depuis l'Inquisition jusqu'à l'affaire des caricatures. Et il s'inscrivait dans une grande liste de martyrs de la liberté d'expression. Ça, c'est quelque chose que Jaurès, déjà, puisqu'on parlait de lui au départ, dénonçait quand il s'adressait aux radicaux socialistes, en leur disant « Moi aussi, je suis anticlérical, bien sûr, l'emprise de l'Église et du clergé sur la vie politique, c'est inacceptable, mais ça ne suffit absolument pas et ça ne peut pas faire une politique. » La vraie question, c'est la question sociale, autrement dit, la question des dominations. D'autant plus que de focaliser comme ça sur la religion, sur le fait religieux, enfin c'est même pas sur le fait religieux, parce que là, comme dit Alex, c'est vraiment sur le bouc émissaire, mais en plus c'est un paravent justement à toute la problématique sociale. C'est de nouveau une manière de se donner un visage rebelle et subversif à vil prix, et puis ça sert évidemment le capital de manière tout à fait efficace, puisque mais ce qui était le problème des radicaux justement, c'est qu'on tapait sur les religions et au détriment de la question sociale. Pour parler de Jaurès, d'ailleurs, il a aussi quelques phrases prophétiques sur les musulmans. Il a dit, si on continue comme ça va se retourner contre nous, il faut les respecter. C'est des choses plus confidentielles, mais il a des textes. Il a aussi fait un chemin, Jaurès, parce qu'il est passé de Jules Ferry et du républicanisme bontain à justement une vision du monde beaucoup plus large. Mais voilà, cette affaire-là de se focaliser sur les croyances, qui plus est, de gens dominés, c'est-à-dire ce qu'ils oublient, ce qu'ils n'ont même pas intégré, c'est pour ça que ça m'énerve, c'est Charlie, Chacal Hebdo, c'est qu'ils ils se sont pris tout d'un coup pour des penseurs. Et Choron, quand j'avais croisé, il m'a dit, ce que je leur reproche, c'est que ce sont devenus des curés, ils sont devenus moraux, ils font de la morale. Alors, non seulement ils s'essayent à l'exercice de la pensée, mais dans l'exercice de cette pensée, ils oublient juste le contexte, à savoir qu'ils parlent depuis un pays qui a plusieurs centaines de milliers, voire millions de morts du colonialisme français, que ce soit au Niger, en Algérie, au Maroc, et ainsi de suite. Ça, c'est pas du tout un problème. Hein. C'est des choses qui ne sont jamais là. C'est-à-dire, c'est de où on parle, la question première. Ils ne se la sont jamais posée. Et en fait, on revient finalement à ce qui nous pollue aujourd'hui l'esprit, à savoir l'ethnocentrisme blanc,
petits bourgeois, et ce qui génère cette espèce de front commun nauséabond, fascisant, qui va d'une partie du PS, je pense beaucoup à François Hollande par exemple, tous ces mecs, jusqu'à... ça fait aujourd'hui une espèce de camp du bien occidental qui va jusqu'au RN, quoi qu'ils en disent, parce que les dernières digues, elles vont sauter. Donc voilà, c'est vraiment... L'hégémonie blanche ethnocentrée, elle naît aussi déjà, et c'est ça le drame total, et c'est ce qui nous permet aussi une petite satire, parce que mieux vaut en rire quand même, c'est que ça pointe aussi à travers une publication qui était censée être anarchiste. Donc c'est vraiment une manipulation de masse. Et une des choses que je trouve vraiment effrayante dans ce qu'on pourrait finalement appeler l'hebdo-charlisme, cette espèce de... puisqu'ils sont devenus emblématiques d'un certain état d'esprit, c'est cette conviction d'être dans le juste et dans le vrai, tout en étant profondément ethnocentrique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine droite qui ne cherche pas à faire semblant d'être gentille, qui assume son point de vue, sans prétendre que c'est la vérité et que c'est le bien commun. Ce qu'il y a de beaucoup plus pernicieux, je trouve, avec ce type de posture, c'est justement cette conviction d'être les seuls qui soient libérés, les seuls à savoir comment on peut se libérer, avec en particulier donc, ce discours qui en réalité est obscurantiste sur le religieux, et en particulier sur le religieux de ceux qui sont en situation de minorité sociale. Et c'est pour ça que c'est drôle et que ça nous permet de faire une satire. Parce que si comme vous dites, comme tu dis, on était juste vers des gens de droite qui finalement déplient leur agenda politique, on montrerait des salauds, avec etc. Mais ce qui est intéressant, justement, tant du point de vue théâtral que de la BD, que du point de vue dramaturgique, c'est justement le double discours, le subterfuge. C'est là où on crée une tension comique, j'espère. Enfin, c'est-à-dire c'est tellement cynique que ça nous donne des éléments de critique et des éléments de critique artistique. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que justement tout ce subterfuge et cet obscurantisme, il est d'autant plus pernicieux et d'autant plus, arrogant et je ne trouve pas le terme dommageable. Enfin, c'est qu'ils reprennent la vulgarité initiale de l'esprit Charlie, mais pour le retourner contre les détracteurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, il faut voir la violence des fois de la manière dont ils parlent. On est des cons, l'islam expliqué aux cons, le dessin expliqué aux cons. Oui. On est tous des cons, on est tous des idiots, on n'a pas compris l'humour, on n'a pas compris le second degré. Eux, ils savent ce que c'est que l'islam, eux, ils connaissent. Voilà. Et à propos de savoir justement... que le fait qu'il sache ce que c'est l'islam, Alex, il a une bonne anecdote qui date... Parce qu'en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça date d'avant 2006, toute cette dérive. Par exemple, déjà en 2001, Val, il s'offusque contre la réunion de l'ONU à Durban, parce qu'elle a critiqué Israël. Donc il avait déjà un tropisme, ce tropisme blanc, ethnocentré, avec Israël comme seule démocratie du Moyen-Orient, etc. etc. Je pense que c'était déjà un petit bourgeois à l'origine. Il a eu un petit passage gauchiste, mais finalement, il y a les fondamentaux qui étaient là. Ça n'empêche pas. C'est un passage de la formation du jeune bourgeois. Bégodeau en parle très bien dans son dernier livre, où il fait un passage sur Caroline Fourest, où il dit exactement ça. Elle a pu un peu donner l'impression qu'elle était progressiste via des luttes LGBT, mais la petite bourgeoise en elle sommeillait et s'est révélée de la manière terrifiante qu'on connaît. Et donc, Alex, il a un dessin de Cabu qui explique aux musulmans à quel point ils sont attardés, mais il va vous en parler. Oui, en fait, justement, j'en parle dans Encore un effort. C'est donc un dessin que j'ai pris comme exemple, en fait, pour montrer que Charlie Hebdo ne s'attaque pas aux religions de la même manière. Parce qu'ils disent tout le temps, oui, mais en fait, on s'attaque aux chrétiens, comme aux musulmans, comme aux juifs, etc. Et donc, j'étais tombé sur ce dessin où il y a le grand Duduche qui explique à un imam, en lui montrant un livre de l'histoire de l'art. D'après votre religion, vous seriez en l'an 1425. Prenez patience. Chez nous aussi, l'Église nous a imposé ces images de bondieuserie jusqu'à la Renaissance. Et c'est assez dingue qu'ils disent chez nous aussi, parce que d'un seul coup, ils révèlent qu'en fait, il parle de son point de vue d'occidental. Et il dit vous, en fait. Et donc, il n'est plus le Cabu qui dit qu'il brocarde toutes les religions en dehors de ça. Et puis surtout, il est en train de leur dire
Vous, les musulmans, vous êtes encore au Moyen-Âge. Vous êtes attardés par rapport à nous. Il est le porte-parole de l'Occident triomphant, qui a trouvé la vérité, qui a trouvé le meilleur mode de vie possible. Et au fond, c'est un discours d'État. C'est quand même, c'est ça qui est quand même un comble. C'est-à-dire que même cette idée qui est à la base du dessin, à savoir qu'il y a un traitement différencié, complètement différencié de la part de Charlie Hebdo des diverses religions, ça renvoie au traitement complètement différencié aujourd'hui par la République, par l'État français, des religions, puisqu'on sait très bien qu'en réalité, il y a une différenciation de traitement radicale. Ouais. Et eux aussi, dans leur canard, c'était exactement ça. Et on a essayé de nous vendre justement le fait qu'ils brocardaient tout le monde à part égale. C'est totalement faux. C'est-à-dire, après, il y avait même une autre arnaque, c'était de dire si on compte les unes, etc. C'est faux. Ce qu'il faut voir, c'est déjà les unes, la comptabilité qu'ils en ont faite, elle était déjà viciée, mais c'est surtout le contenu. C'est-à-dire que là, nous, on parle beaucoup des dessins. Moi, j'ai une pile de dessins, j'ai compilé, je les ai oubliés dans mon sac, mais je vous les ai envoyés, peut-être que vous en passerez certains à l'émission. Ça fait une épaisseur comme ça. Et c'est ce que moi j'ai trouvé. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres. C'est-à-dire que c'est du super valeur actuelle, c'est du super frontière, c'est vraiment des dessins très violemment islamophobes. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'était leur cœur. C'était vraiment c'était tellement leur cœur, c'était tellement ce qui les a motivés que c'est devenu aussi leur seule rente financière. C'est-à-dire que le journal périclitait, parce que beaucoup de gens, comme moi, comme vous, comme nous tous, à un moment, on a lâché le canard. Et c'est quand ils ont sorti ce fameux spécial caricature que tout d'un coup, paf, là, bingo. Ils se sont rendus compte que ça rapportait énormément d'argent. C'est un des fils directeurs du récit. Voilà, c'est que les ventes baissent et il faut trouver un moyen de faire remonter les ventes. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, qu'est-ce qui va le mieux marcher. En fait, c'est taper sur les musulmans. Sur les musulmans, exactement. Voilà. Et non seulement l'affaire des caricatures qui a rapporté 330 000 euros à Aval, 330 000 euros à Cabu, je crois 55 000 à Maris. Enfin, juste sur un numéro. Sur un numéro. Un numéro qu'ils ont. Ou sur l'exercice de l'année, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment... C'était le numéro ils étaient à... C'était un coup financier très réussi. Et c'était un coup qui a tellement marché qu'après, quand Val est parti à France Inter et que Charb a repris le canard, et ça a encore plus périclité, et il a refait le coup en 2011, si je ne m'abuse, avec Sharia Hebdo. Et là, de nouveau, paf, 75 000 exemplaires d'un coup, rechute... Et Intouchable 2, de nouveau une collection de dessins islamophobes, 175 000 exemplaires. Donc c'était une fuite. On ne sait pas très bien ce qui est de l'idéologie, de la fuite en avant financière, etc. C'est complexe, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est assez saumâtre. Ce qui est assez tragique, c'est que quand on pense à cette équipe qui a été massacrée, comme on sait, le 7 janvier 2015, c'est qu'ils se sont retrouvés en tête de cette offensive généralisée contre l'islam, de musulman bashing, disons, alors qu'ils n'ont pas été protégés par ceux qui les poussaient dans ce sens. Il faut quand même rappeler que la protection policière de Charlie Hebdo, qui s'était donc fait une spécialité de ce type de cette approche éditoriale, qui avait été menacée. Il y a eu un premier attentat qui a été largement monté en épingle. Vous vous rappelez qu'ils sont accueillis à Libération avec beaucoup de publicité après cet attentat dans leurs locaux. Bref, ils étaient menacés à cause de ce choix éditorial, à un moment où il se passe toute une série de choses au plan géopolitique ailleurs, au Moyen-Orient, mais qui les mettent en danger, et ils ne sont pas protégés. Il faut se rappeler quand même que si cet attentat a pu avoir lieu dans les conditions dans lesquelles il a eu lieu, si ce massacre a pu avoir lieu, c'est que la surveillance policière qu'il y avait à Charlie Hebdo avait été, à la demande du syndicat de police Alliance, supprimée. Ça a été un peu dit à l'époque, mais pas beaucoup. Il y avait un policier avec eux qui a été tué, mais il n'y avait plus en bas de l'immeuble la garde policière, la protection policière, parce que le syndicat Alliance l'avait demandé et que le gouvernement Hollande, je ne sais plus si c'était Valls ou Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, je pense que c'était encore Valls, mais je ne suis pas certain. En tout cas, ils avaient accepté cette pression du syndicat Alliance. Donc en fait, ils ont été portés en avant dans toute cette affaire et ils ont été les victimes finalement, vu le résultat, alors que, c'est ça l'ironie de l'histoire, ceux qui étaient derrière cette orientation, ces choix éditoriaux, et notamment Philibert Ville, évidemment, a encore tiré les marrons du feu.
Ouais, alors moi j'ignorais l'histoire du dispositif. Ça n'a pas été dit beaucoup, ça a été dit un petit peu à l'époque, mais pas trop, parce que justement, il ne fallait pas souligner ce point. Mais ce défaut de protection policière, c'est un fait. Hein. Moi, ce que je trouve hallucinant, parce que des fois, je regardais les choses un peu en perspective, c'est que je me disais, par exemple, Professeur Choron, Reiser, tous ces gens qui ont créé ce journal de contre-pouvoir dans les années 60, tout d'un coup, ça se télescope avec la réalité sociologique de deux pauvres types, les frères Kouachi, qui ont une enfance misérable, vraiment, c'est Cosette, et qui se font embobiner par tout le phénomène djihadiste, parce que les conditions économiques, etc., le destin de vie est tel, et tout d'un coup, ces deux choses se télescopent. Des fois, moi, j'hallucine toujours un peu. C'est un peu naïf de dire ça, mais je trouve que c'est deux mondes qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. C'est absolument terrifiant. Voilà, à quel moment, par exemple, moi je suis un grand fan de Fred Filémon, à quel moment Fred, qui est un des fondateurs d'Harakiri, comment ils auraient pu deviner que ça aboutirait à une telle dégénérescence? C'est vraiment toute la misère du monde, le racisme d'un côté, enfin des deux côtés d'ailleurs, voilà, les conséquences du racisme, de la dérive de certains, de la paupérisation d'autres, c'est un vrai drame, quoi. Bon, je donne pas tellement envie de lire la BD comme ça, parce que je vous promets que c'est une BD qui déconne. Hein. De toute façon, oui, l'attentat survient à la toute fin, hein, oui. Je le disais. Oui, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est les mécanismes de traîtrise et les énervements de Philiberville, et les lâchetés des uns des autres, et effectivement l'affaire Ciné aussi, qui est emblématique. Voilà, tout ça. Tout ça, ça fait une bonne satire, je pense. Oui, à travers l'itinéraire national, c'est aussi un morceau d'histoire de France. Hein, c'est le sentiment que j'avais en vous lisant. Il faut aussi voir, comme dans une enquête un peu à la Sherlock Holmes, pourquoi ce qu'on raconte dans cette BD, cette critique qu'on fait, elle n'est pas à côté de la plaque. C'est la preuve simplement par les faits qu'aujourd'hui, Philippe Val, il est éditorialiste, ultra-réac, pro-sioniste, anti-woke, tout ce qu'on veut sur les réseaux Bolloré. Donc, il faut aussi rappeler que le type, à un moment, il voulait interdire le Front National à l'époque. Oui. Il se y avait une campagne de Charlie pour ça. Voilà, il se voulait le chantre d'antifascisme. Et puis, il est vraiment pieds joints dans la fange brune, on va dire. D'ailleurs, pour notre malheur, il est aussi dans une télé privée genevoise qui s'appelle L'Aimant Bleu. Il vient régulièrement faire une pige, raconter ses idioties, et il repart. Il est dans une émission qui est beaucoup focalisée sur l'anti-wokisme. Bon, de temps en temps, on regarde parce que c'est comme un film comique. À un moment, il a sorti un truc sur le wokisme qui allait détruire les concerts classiques parce que les chefs d'orchestre n'oseraient plus se montrer. Donc, qu'est-ce qu'on allait devenir sans chef d'orchestre qui allait être laminé par le wokisme? Enfin, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont une telle impunité, ils peuvent tellement dire n'importe quoi qu'ils le font, évidemment, sans se priver. Et puis, des fois, c'est assez drôle, comme sa littérature, comme ses livres. Voilà, non, c'est aussi quelqu'un qui a une production littéraire. Je ne pense pas que grand monde l'achète, mais dans sa production littéraire, il a des phrases. Ce qu'on reproche au colonialisme, c'est finalement d'avoir apporté des lumières bien sûr. Voilà, à l'Orient, à l'Afrique, etc. Enfin, c'est vraiment un discours tout à fait délirant. Et puis, il y a évidemment Caroline Fourest, qui était la porte-parole du gouvernement génocidaire de Netanyahou, qui minimisait les souffrances des civils à Gaza, et puis qui, tout en ayant un passé pseudo-progressiste, est aussi maqué avec les milliardaires des médias, comme celui qui finance Franc-Tireur, aussi Bolloré, enfin toute cette clique. C'est quand même, j'allais dire un microcosme, mais c'est plus un microcosme, c'est la majorité, c'est le système. En fait, ces gens qu'on a estimés secondaires sont des rouages du système. Et ça, c'est terrible. Et voilà, et les éventuels anarchistes qui auraient encore des petites naïvetés vis-à-vis de ça, il faut qu'ils ouvrent les yeux, parce que finalement, tout ça participe à l'oppression. Ouais, d'ailleurs, j'ai lu son avant-dernier livre, qui s'appelle Rire. Et, parce que je voulais voir un peu... il est sorti un petit peu avant Chacal Hebdo. Entre-temps, il en a fait un autre qui est sur l'antisémitisme à gauche, je crois. Bien sûr. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de lire, on voit plus ou moins ce qu'il y a dedans. C'est un peu répétitif, le thème. C'est un peu répétitif. Et oui, et dans Rire, à la fin, il finit par glorifier ce qu'il appelle la civilisation judéo-grecque. Ah, c'est pas mal, parce que ça va encore plus loin que judéo-chrétienne. Il a enlevé le côté religieux qui ne lui plaît pas. D'accord. Ah oui. Et il parle de la civilisation judéo-grecque, dont les meilleurs exemples sont
dans les pays d'Europe du Nord. Enfin, c'est vraiment une espèce de délire. D'accord. Où en plus, il parle de l'importance des Juifs dans la culture justement judéo-grecque, en disant que sans les Juifs, il n'y aurait pas Mozart, ni les Beatles. Enfin, c'est vraiment mais n'importe quoi. Et puis, bon, évidemment, il parle des manifestations pro-palestiniennes, où soi-disant on crie mort aux Juifs, et ce genre de choses, quoi. Bien sûr. Alors moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'il y avait un chapitre dithyrambique sur Blanche Gardin. C'était avant le sketch, le fameux sketch qui est absolument génial. D'accord, oui, bien sûr. Émeric qui lui a Lomprey. coûté si cher, oui. Qui lui a coûté si Blanche cher. Gardin, ouais. Voilà. Ouais. Et où elle se découvre tout à coup à son corps défendant antisémite parce qu'elle est très opposée au massacre de civils à Gaza. Voilà. Et le ressort comique du sketch et tout entier dans cette absurdité, mais c'est tellement ça, effectivement, que ça a donné un sketch assez incroyable, mais qui lui a coûté très très cher. Oui. Ouais. Et donc là, il fait un chapitre où il dit qu'il adore Blanche Gardin, je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Hein. Donc je pense que c'est plutôt la Blanche Gardin qui fait un film avec Houellebecq qui lui plaisait, je ne sais rien. Oui. Mais je pense qu'il n'avait pas vraiment compris qui elle était, j'imagine. Et puis, j'avais vu une table ronde où, justement, on lui a posé la question. Et c'était au Salon du Livre de Genève. Et on lui a dit, mais alors, qu'est-ce que vous pensez du dernier sketch de Blanche Gardin ? Et lui, il a un peu bugué, quoi. Il a dit, peut-être qu'elle ne va pas très bien en ce moment, ou peut-être qu'elle va très bien. Enfin, je ne sais même plus ce qu'il dit. Enfin, évidemment, il ne savait plus quoi dire, quoi. Et voilà, donc, de manière intellectuellement, Philippe Val, on le surnommait Spinoza 4 fromages, je crois. Oui, c'était son nom de l'époque. Quand il faisait ses éditoriaux un petit peu pompeux, un petit peu scolaires. Mais dans les renoncements, justement, dans les amours déçus de Philippe Val, il y en a un qui est intéressant, c'est qu'il a été plus ou moins fan de Bourdieu. Il fait l'apologie dans un édito de Bourdieu. Il dit le dernier livre sur Bourdieu marche très bien. Non, c'est sur le documentaire sur Bourdieu marche très bien. La sociologie est un sport de combat, alors que le film de BHL se plante. Il y a de quoi être heureux. Et petit à petit, au fil de son évolution, ou plutôt de sa dégénérescence, c'est l'inverse. Il va se rapprocher de BHL, ils vont être vraiment on le voit dans le récit, c'est mis en scène dans le récit. Et puis, ils vont faire le manifeste des 12, un manifeste contre l'antisémitisme, entre guillemets, mais où il s'agit encore une fois de taper sur les musulmans. Soyons très clairs, le philosémitisme supposé de ces gens, pour moi, il ne correspond pas du tout à nous, notre amitié normale pour les juifs et puis pour toutes les gens de toutes les confessions. Eux, ils ont vraiment cette exclusivité à des fins suprémacistes blancs. Bon, et donc, dans son renoncement de Bourdieu, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi toute cette équipe de Chacal Hebdo, Charlie Hebdo, ils se sont beaucoup opposés au sociologisme, à tout ce qui est explication sociale, politique, et ils le disent de manière très virulente. Ils disent, de nouveau, les cons qui voudraient donner des excuses aux gens qui commettent des attentats, etc. Donc, on essentialise la religion musulmane, on essentialise, on amalgame évidemment les gens de confession musulmane avec ceux qui commettent des attentats, et puis toute velléité déjà de séparer évidemment drastiquement l'immense majorité des gens de confession musulmane des quelques terroristes, et en plus de tenter éventuellement d'expliquer pourquoi, sans excuser, mais de pourquoi certaines personnes en arrivent là, ça c'est une hérésie totale. C'est déjà inacceptable. Et c'est en ça que c'est un obscurantisme. Hein, c'est un obscurantisme. Tout à l'heure. Et c'est encore une fois, je me répète un peu, mais c'est celui qui est en train de nous envahir. Moi, j'aimerais pas être français en ce moment, mais en Suisse, on reçoit les trucs avec 10-15 ans de retard. Donc ce qui vous arrive peut nous arriver aussi. C'est un moment charnière assez inquiétant, moi, je trouve. Merci beaucoup à tous les deux, Alex Baladi, Dominique Ziegler, d'être venus nous parler de ce petit livre à la fois triste et drôlatique, très agréable, très amusant à lire, Chacal Hebdo, aux éditions de Hoochie Coochie. Et merci à toutes et tous d'avoir suivi ce numéro dont s'autorise à penser. Grande nouvelle, vous le savez peut-être depuis peu, le média est diffusé par les box Orange sur le canal 235. Nous l'étions déjà, vous le saviez peut-être, par les Freebox sur le canal 165. Ça fait 2 manières de plus donc de nous suivre, sachant que bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le site lemediatv.fr. Nous ne vivons que de vos dons et abonnements. Ne l'oubliez pas, rendez-vous sur lemediatv.fr et à bientôt sur le Média.